Alors, comme je vous le disais, donc nous continuons notre troisième partie sur la mise en œuvre des politiques dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice. J'aurais voulu vous présenter toute une politique, ce que je n'aurai pas le temps de faire, hein, dans le temps qui me reste. En revanche, ce que j'ai décidé de faire, c'est faire un focus sur une des agences de l'Union dont on connaît l'existence en général, mais dont en général on ne sait pas non plus, on ne sait pas comment elle fonctionne, et donc d'étudier Europol en essayant le plus possible de replacer cette agence dans son contexte, plus exactement dans ses contextes nationaux, puisque Europol dépend des États membres pour son approvisionnement en informations, et Europol travaille pour les États membres. Il va traiter les informations qu'il a reçues des États membres et les faire redescendre une fois traitées vers les États membres, et contexte également européen, puisque Europol, de par sa nature d'agence européenne, s'inscrit dans un ensemble d'autres agences, travaille étroitement avec la Commission, etc. Alors, pour étudier Europol, ce qu'on va faire, c'est d'abord rappeler un certain nombre de généralités, ensuite voir quels sont ses objectifs et quelles sont ses missions, voir comment elle est organisée et comment elle doit rendre des comptes, hein, la fameuse redevabilité dont on a déjà parlé, on essaiera d'approfondir un petit peu dans ce cas précis. Et puis trois gouvernances principales, hein, celle qui a trait, c'est-à-dire en gros, qu'est-ce qu'on entend par gouvernance, hein, c'est comment sont organisées les procédures décisionnelles, celles qui ont trait à l'acquisition des données, celles qui ont trait au traitement des informations, des données acquises. Oui, j'aurais pu garder toujours le même terme, données ou informations, ça aurait été plus cohérent. On va dire que c'est la même chose. Et puis ensuite, les procédures décisionnelles, la gouvernance de la diffusion des informations une fois qu'elles ont été traitées. Voilà, donc on va développer ces 6 points. Alors, en ce qui concerne d'abord le premier point des généralités sur Europol et sur son contexte. Alors, tout d'abord quelques mots sur ce que j'ai appelé les effets facilitateurs. Les effets facilitateurs, eh bien, c'est les effets en matière de phénomènes criminels. C'est-à-dire que la libre circulation des personnes dans l'Union européenne, plus exactement dans l'espace Schengen, qui est acquise dans les années 90, hein, suite à la mise en place du système Schengen, d'abord de manière conventionnelle, indépendante et parallèle au système de l'Union, puis qui était absorbée dans l'Union. Bien, cette libre circulation des personnes a facilité la libre, si je puis dire, circulation des phénomènes criminels dans l'espace Schengen, et a également facilité le développement d'une criminalité organisée transfrontière. Et donc, Europol est un élément de réponse à ces effets facilitateurs. Alors, effets, j'allais dire inattendus. Est-ce qu'ils étaient vraiment inattendus? Bon, peut-être pas. Mais est-ce que s'ils ont été correctement estimés, anticipés? Sans doute pas. En tout cas, l'idée était que, eh bien, un problème européen, réponse européenne, et parmi les réponses européennes, Europol est un élément important. Alors Europol a une vingtaine, un peu plus de 20 ans d'existence, hein. Vous savez qu'elle a été
créé en 1995 sur une base à l'origine purement, si je puis dire, intergouvernementale. C'était une convention troisième pilier. Et ces compétences ont été étendues et renforcées 3 fois, en 2002, en 2009 et dernièrement en 2016. Donc, ce qui montre l'importance de la nécessité de la lutte contre la criminalité au niveau européen et également la demande de lutte contre la criminalité au niveau européen. Alors, autre élément qui permet qui dit un petit peu la même chose, mais sous un autre angle, c'est l'augmentation du personnel d'Europol. En 2015, Europol comptait 940 personnes, on est passé à 1260 en 2017. Son budget en 2015 s'est levé à 95 millions d'euros, on est passé à 122 en 2017. Donc un accroissement très net sur très peu de temps. Et donc pour faire accroissement rendu nécessaire pour faire face à l'accroissement des compétences qui ont été attribuées à Frontex par la révision de mai 2016. Voilà, vous avez le règlement sur la slide. Ce règlement est intervenu après 2 années de négociations entre le Parlement et le Conseil, et puis la Commission en toile de fond. Et le résultat est un texte assez complexe, je ne vous le cache pas. Mais bon, on va essayer de le décortiquer pour que vous le compreniez. Alors, de manière très générale, l'initiative de la Commission, qui a abouti à cette réforme de 2016 d'Europol, a souhaité procéder à une triple mise en conformité d'Europol. Première mise en conformité, c'était celle avec la nouvelle génération de standards en matière de protection des données à caractère personnel, avec la réforme de 2016 également, dont on a déjà parlé. On peut dire que cette mise en conformité a été atteinte. Deuxième mise en conformité recherchée, c'est celle avec les exigences du traité de Lisbonne. Vous savez, à l'article 88 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, Lisbonne a cherché à renforcer l'efficacité et la redevabilité de l'agence. On verra. Je pense que là encore, cette mise en conformité a été atteinte avec la réforme de 2016. La troisième mise en conformité était celle avec les principes énoncés dans l'approche commune sur les agences décentralisées de l'Union européenne. Approche commune sur les agences décentralisées de l'Union européenne de 2012. Alors, qu'est-ce que c'est que cette approche commune? C'est un texte juridiquement non contraignant qui a été passé entre la Commission, le Parlement et le Conseil, et qui a pour but de rationaliser le fonctionnement des agences européennes. La Commission, dans ce texte, poursuivait aussi ce qu'on peut appeler un certain agenda caché, dans le sens où la Commission souhaitait obtenir plus d'influence sur le fonctionnement d'Europol, au conseil, par sa présence au conseil d'administration, en devant donner un avis sur l'adoption des documents les plus importants d'Europol. Là, cette mise en conformité n'a sans doute pas été atteinte en raison de la forte opposition des co-législateurs et, en toile de fond, de l'héritage intergouvernemental de l'agence. C'est-à-dire, l'Europol, les États membres ont beaucoup insisté pour que
l'agence soit en quelque sorte encore une chose des États membres, et donc elle est un petit peu encore à mi-chemin pour certains aspects entre une structure intergouvernementale et une approche plus communautaire. Alors, les objectifs et les missions d'Europol. Les objectifs, comme je vous l'indique, hein, le nouveau règlement fixe à Europol l'objectif d'appuyer et de renforcer l'action des autorités compétentes des États membres et leur collaboration mutuelle dans la prévention de 3 catégories de criminalité. Donc, appuyer et renforcer l'action des autorités compétentes des États membres et leur coopération mutuelle dans la prévention de 3 catégories de criminalité. Première catégorie de criminalité, c'est la criminalité grave affectant 2 ou plusieurs États membres. Un cas de figure typique de criminalité transnationale, donc néanmoins que ça soit qui atteint un certain seuil de gravité. Le deuxième catégorie de criminalité, le terrorisme, et les formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union. Terrorisme et formes de criminalité qui portent atteinte à un intérêt commun qui fait l'objet d'une politique de l'Union. Ces formes de criminalité, en nombre de 31, sont énumérées en annexe. Et également, troisième catégorie de criminalité, qui sont appelées les infractions pénales connexes. Les infractions pénales connexes, à savoir les infractions commises pour se procurer les moyens de perpétuer les actes relevant de la compétence d'Europol, les infractions donc commises pour se procurer les moyens de perpétuer les actes relevant de la compétence d'Europol, ou pour faciliter l'exécution de ces actes, ou pour assurer l'impunité de ceux qui les commettent, ou pour assurer l'impunité de ceux qui les commettent. Donc ça, c'est l'objectif d'Europol de manière très générale. Les missions d'Europol, donc, qui sont une déclinaison plus précise de cet objectif. Quelles sont-elles? Il y a trois grandes catégories de missions. La première est voilà, le cœur de métier d'Europol, c'est la gestion de l'information pertinente. La gestion de l'information pertinente qui elle-même contient, si vous voulez, une demi-douzaine de sous-missions, je ne sais pas comment on peut dire, sous-missions en 2 mots, donc de déclinaisons encore plus précises de missions d'Europol qui relèvent de la gestion de l'information pertinente. Alors, on y trouve tout d'abord, je les ai énumérés sur la slide, le traitement d'informations, dans le sens où Europol doit collecter, stocker, traiter, analyser, échanger des informations et communiquer toute information dont elle a connaissance, ou tout lien entre des informations pénales aux États membres concernés. Donc, premier élément, en première mission, ce qui concerne mission détaillée, si l'on veut, en ce qui concerne la gestion de l'information pertinente, le traitement de l'information. La deuxième, c'est le partage d'expertise. Partage d'expertise sur la prévention de la criminalité, les procédures d'enquête, la police technique et scientifique et la cybersécurité. Troisième mission détaillée, le partage d'analyse. Donc là, Europol fournit aux États membres des analyses stratégiques, opérationnelles sur des événements internationaux majeurs, sur des évaluations de menaces. Alors,
En revanche, donc le autre mission détaillée hein, d'Europol, c'est la formation. Bon, ce qui empiète sans doute un petit peu sur les compétences d'une autre agence, vous savez, qui est le Collège européen de police, qui a été créé spécialement pour former aux standards européens les unités de police en Europe. Au passage, d'ailleurs, il y a eu une tentative de fusion entre Europol et le collège, mais qui n'a pas marché, pour des raisons que j'ai su, mais que j'ai oubliées. Également des compétences, une mission détaillée en ce qui concerne en matière de coopération avec les autres agences européennes qui sont compétentes dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice, avec OLAF. En revanche, en ce qui concerne les activités opérationnelles, Europol, malgré, on va dire, la rédaction alambiquée des dispositions à ce sujet dans le règlement, Europol n'exerce pratiquement pas d'activité opérationnelle. Europol peut demander aux États membres d'ouvrir des enquêtes, de créer des équipes communes d'enquête, hein, ça c'est possible, mais elle ne peut que soutenir ces enquêtes, soutenir les travaux des équipes communes d'enquête. Alors certes, il est prévu qu'elle puisse réaliser certaines enquêtes et certaines actions opérationnelles, mais les priorités ne semblent pas s'orienter dans cette direction. Europol, c'est avant tout l'agence européenne qui gère de l'information en matière criminelle. Alors, donc je vous ai dit qu'Europol avait trois missions principales. La première, la plus importante, celle qui concerne la gestion de l'information. La deuxième est relative à la fourniture d'analyses stratégiques et d'évaluation de menaces aux États membres. Et la troisième, c'est d'être l'office central de répression du faux Moyen-Âge, d'être l'office central de répression du faux monnayage de l'euro. Alors, comment est organisé Europol pour exercer ses tâches? Europol, ces organes décisionnels, comme dans les autres agences, sont d'une part le conseil d'administration et le directeur exécutif. Alors, le conseil d'administration d'Europol est composé d'un représentant de chaque État membre et d'un représentant de la Commission. La Commission aurait voulu 2 représentants, bon, elle ne les a pas eu. Et le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité, sauf dans certains cas où une majorité renforcée est nécessaire. Les fonctions du conseil d'administration sont principalement au nombre de 3. D'une part, l'organisation des missions de l'agence, son fonctionnement, et puis ensuite un troisième élément qu'on va voir. Alors, première grande fonction du conseil d'administration d'Europol, c'est d'organiser les missions de l'agence. Donc ça passe principalement par l'adoption des plans de travail annuels et pluriannuels. Hein, et là, vous voyez, il y a par exemple, je vous dis dans certains cas, une majorité était renforcée au conseil d'administration pour prendre certaines décisions. C'est le cas en ce qui concerne les plans de travail annuels et pluriannuels, pour la fixation d'indicateurs de performance, pour l'adoption du rapport annuel d'activité, la création de structures internes, pour les accords, en ce qui concerne les transferts de données entre différentes, avec d'autres instances, l'adoption de lignes directrices qui précisent les procédures de traitement des informations, etc., etc. Il y a un certain nombre
pour un certain nombre des missions, de la réalisation concrète de certaines missions, hein, des éléments particulièrement importants, c'est le conseil d'administration qui est compétent. Mais le conseil d'administration est compétent également pour le fonctionnement d'Europol, puisque il adopte ou il conclut, il adopte les règles financières applicables à l'agence, il adopte le règlement intérieur, le budget, et puis d'autres règles importantes relatives au fonctionnement. En revanche, le conseil d'administration ne peut pas directement nommer le directeur d'Europol. Il peut présenter une liste de candidats. Il peut, après avoir indiqué quels étaient les critères de sélection, présenter une liste de candidats, mais ce n'est pas lui qui le choisit. Et de manière générale, au titre du fonctionnement également, le conseil d'administration supervise l'action du directeur exécutif. Alors, troisième élément, ce qui concerne les fonctions du conseil d'administration, donc j'ai dit de manière erronée tout à l'heure qu'il s'agissait d'une troisième compétence, c'est pas une troisième compétence, c'est la question de l'influence d'institutions de l'Union européenne. On l'a déjà vu, le conseil d'administration d'Europol, comme celui d'autres agences, ne maîtrise pas complètement le contenu des documents les plus importants qu'il doit adopter. Il doit tenir compte de l'avis d'autres institutions de l'Union. Parfois, il ne peut pas passer outre à cet avis. Il doit tenir compte de l'avis de la Commission pour les règles financières, le budget, le tableau des effectifs. Intervient également en matière de budget et de tableau des effectifs le Parlement européen et le Conseil. En ce qui concerne ces documents, ces plans de travail, il doit tenir compte des observations du groupe de contrôle parlementaire. On verra cette structure un petit peu particulière, hein, qui est un groupe composé de représentants du Parlement européen et des parlements nationaux. Alors, le directeur exécutif, lui, il est nommé par le Conseil. Il est nommé par le Conseil, alors que dans d'autres cas, dans le cas d'autres agences, c'est la Commission qui est compétente. Donc là, on retrouve toujours cet aspect l'héritage intergouvernemental, la volonté des États membres de garder un contrôle un peu plus direct dans un domaine particulièrement sensible. Alors c'est vrai, c'est le conseil d'administration qui établit les critères de sélection, qui présente la shortlist, mais c'est le Conseil de l'Union européenne qui choisit. Le directeur est nommé pour un mandat de 4 ans, renouvelable, et il est engagé en tant qu'agent temporaire. On peut éviter d'un agent temporaire qu'on choisit en général parmi des fonctionnaires nationaux qui ont exercé des fonctions de responsabilité dans les services de police. Au bout de ces 4 premières années, le directeur exécutif fait l'objet d'une évaluation menée par la commission et le conseil d'administration. Et en fonction de cette évaluation, eh bien, le mandat peut être renouvelé ou pas. Alors, le directeur exécutif assure la gestion courante d'Europol. Il rend compte de cette gestion au conseil d'administration et il est également chargé de préparer les documents que le conseil d'administration doit adopter. Ces documents dont on a parlé, le budget, les documents de planification du travail, les rapports d'activité, etc., etc. Alors, en ce qui concerne la redevabilité, pardon, vous voyez, c'est les plaisirs du direct. En ce qui concerne la redevabilité d'Europol, on retrouve les interrogations classiques sur lesquelles
que j'ai déjà présentées. La première, c'est Europol. De quoi Europol est-il redevable? On trouve les trois domaines. Il est redevable en matière financière, doit rendre des comptes au sens non figuré, au sens strict, sur l'usage qu'il fait de l'argent public qui lui est confié pour exécuter ses missions. Il est redevable du respect de la législation en matière de protection des données à caractère personnel, on y reviendra. Et enfin, il est redevable de manière plus générale de la politique publique qu'il est chargé de mettre en œuvre. Et là encore, vous le savez, donc sur l'ensemble de la politique qu'il met en œuvre, avec qui peut être déclinée sous plusieurs aspects, une action efficace, une action efficiente, la légalité de cette action, etc. etc. Alors, devant qui Europol est-il redevable? Alors, il est redevable devant des organes internes. Alors, je l'ai mis au pluriel, mais c'est une erreur. C'est-à-dire qu'il est redevable devant son conseil d'administration, tout d'abord. Hein, et en particulier, c'est le directeur exécutif qui rend compte de l'exécution, des priorités, du bon fonctionnement de l'agence, qui rend compte au conseil d'administration. Et il est également redevable devant des organes externes. Alors, il est redevable devant des organes externes, donc on retrouve... il y avait à l'origine, cette redevabilité était surtout en direction des États membres et du Conseil. Rappelez-vous, Europol était une création intergouvernementale. Mais ce qui doit être souligné, ce sur quoi je voudrais m'arrêter un petit peu, c'est surtout sur le contrôle politique qu'Europol doit auquel est soumis Europol, puisque le traité, comme on l'a dit, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne a prévu la création d'une instance de redevabilité particulière à l'égard d'Europol. Donc cette instance doit permettre le contrôle des activités d'Europol, rappelez-vous, légitimité démocratique, par des instances démocratiques qui sont dans l'Union, les plus démocratiques en tout cas, qui sont dans l'Union, le Parlement européen d'une part et les parlements nationaux. Et si vous voulez, cette sorte de contrôle démocratique, certes indirect, mais quand même exercé par des représentants du Parlement européen et des États membres, a été jugé nécessaire, indispensable même, au rédacteur du traité de Lisbonne, vu le domaine de compétences particulièrement sensible de l'agence. Alors il prend quelle forme? Il prend la forme d'un groupe de contrôle parlementaire conjoint spécialisé, le titre est un petit peu long, groupe de contrôle parlementaire conjoint spécialisé, qui donc est établi par les parlements nationaux et la commission compétente du Parlement européen. Et la redevabilité qui s'exerce d'Europol vers ce groupe prend plusieurs formes. D'une part, un représentant du groupe peut participer aux réunions du conseil d'administration sans droit de vote. C'est un œil direct dans le fonctionnement d'Europol. Ensuite, sous forme d'audition, dans le sens où le groupe peut demander à entendre le président du conseil d'administration, le directeur exécutif pour examiner des questions relatives aux activités de l'agence dans tous les domaines. Activités aussi bien les activités relatives à ses missions que ses activités de fonctionnement. Et en outre, le groupe peut donner son avis sur la programmation des activités d'Europol. Et en outre, il peut demander la transmission de tout document
produit par l'agence tout document qu'il juge pertinent pour exercer sa mission. Et le contrôle mené par ce groupe fait l'objet de ce qu'on appelle de conclusions sommaires, donc c'est un rapport, qui sont soumises au Parlement européen et au Parlement national. Alors, ce que je voudrais également ajouter ici, c'est que le contrôleur européen de la protection des données, qui est l'organe auquel Europol doit rendre compte sur sa gestion des données à caractère personnel, et en particulier le respect des dispositions législatives à cet égard, eh bien, ce contrôleur européen de la protection des données doit également rendre des comptes à ce groupe, sous forme d'audition. Voilà, donc cela dit, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'essentiel du fonctionnement d'Europol repose sur trois étapes. Hein. L'acquisition de données, alors que soit elle va les chercher, soit on les lui transmet, le traitement de ces données et la communication ou la mise à disposition de ces données. Voilà. Mais vu le nombre de plus en plus élevé d'informations que traite Europol, le fait que Europol dispose de sa propre base de données, eh bien, on a vu dans la réforme de 2016 un renforcement considérable des mécanismes de gouvernance, et même la création d'un double système de gouvernance. Alors, on a premier système de gouvernance, un système de gouvernance relatif au fonctionnement, et un autre relatif au contrôle. Et ça, pour chacune des trois étapes. Donc, c'est-à-dire que on va, pour la première étape, il va y avoir une gouvernance qui, donc des mécanismes décisionnels pour permettre l'acquisition de données. Mais ce mécanisme va être doublé par un autre qui va contrôler l'acquisition de données. Le traitement des données va faire l'objet du même double mécanisme, un mécanisme relatif à son fonctionnement et un autre à son contrôle. Même chose enfin en ce qui concerne la communication, la mise à disposition des données par les États membres. Un système de gouvernance relatif au fonctionnement, un système de gouvernance relatif au contrôle. En outre, chacun de ces systèmes de gouvernance est exercé à deux niveaux. Donc vous avez un niveau national et un niveau européen. Et souvent, c'est pas seulement un seul organe, mais c'est même plusieurs organes qui interviennent à chaque fois. Donc voilà, il y a c'est un petit peu complexe, mais quand on a compris la logique, en général, ça finit par, si je puis dire, ça finit par rentrer. Alors, si on va voir un petit peu plus en détail, qu'est-ce qu'on constate? On constate que, en ce qui concerne donc le premier mouvement de ces données, c'est celui de l'acquisition des données par Europol. On va essayer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décomposer chacun des trois mouvements, donc des développements consacrés à l'acquisition, des développements consacrés au développement des données, et au traitement, pardon, et des développements consacrés à la mise à disposition des données traitées aux États membres. Alors en ce qui concerne la gouvernance de l'acquisition des données par Europol. Donc, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a Europol à trois fournisseurs, les États membres surtout, et les États membres doivent fournir les données conformément à l'ordre national. Ensuite, d'autres organes de l'Union, une catégorie un peu plus hétérogène, des pays tiers, des organisations internationales, et enfin, des partis privés, des particuliers, des entreprises, des associations, des particuliers. Alors on va essayer de voir les uns à la suite des autres. Alors tout d'abord, les États membres. Alors,
Europol acquiert les informations qui lui sont nécessaires auprès des États membres de deux manières. D'abord, il peut interroger directement, de manière automatique, des systèmes d'information nationaux, et ensuite, il bénéficie d'une obligation de coopération des États membres avec lui-même. Alors, je développerai simplement la première manière d'acquérir des informations, hein, qui est la plus intéressante, aussi la plus challenging. Hein. Donc, c'est à savoir que Europol peut interroger par voie automatisée des systèmes d'information nationaux. C'est-à-dire qu'il a un accès permanent, je suppose, donc un accès électronique permanent, et qui lui permettent, en fonction de critères préétablis, eh bien, de se mettre à jour. En fonction de la mise à jour même des systèmes d'information nationaux auxquels il est relié. Et donc, il peut extraire, Europol peut extraire et traiter des informations, même des informations, des données à caractère personnel, du moment que c'est nécessaire pour l'accomplissement de ses missions. Alors concrètement, ça se fait par des systèmes de chargement automatisé de données. Bon, je ne rentre pas dans les détails, je ne pourrais pas. Mais ce qui est intéressant de noter, c'est que cet accès, et surtout son caractère automatique, est la matérialisation du principe de libre circulation des données. Rappelez-vous, la directive 2016 numéro 680, 2016 680, celle qui est relative à un régime particulier en matière de traitement des données à caractère personnel. Vous savez, en matière la nouvelle législation de l'Union de 2016 en matière de traitement des données à caractère personnel comporte un règlement sur le régime général, et puis ensuite des régimes particuliers, dont la directive 2016 680 relative au traitement des données à caractère personnel par des autorités répressives. Eh bien, cette directive pose le principe selon lequel l'échange de données à caractère personnel par les autorités compétentes au sein de l'Union, lorsque cet échange est requis par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre, conditions juridiques, mais cet échange n'est ni limité ni interdit pour des motifs liés à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel. Voilà, c'est ça qui est important, c'est-à-dire matérialisation du principe de libre circulation des données, même des données à caractère personnel, avec cette disposition de la directive 680 de 2016 qui nous dit que, eh bien, cet échange de données à caractère personnel n'est ni limité ni interdit pour des motifs liés à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données à caractère personnel. Alors, cette relation ascendante, hein, donc de données des États membres vers, enfin, je dirais presque cette absorption des données par Europol, fait l'objet du double système de gouvernance dont on a parlé. Donc vous avez d'une part, on a une gouvernance relative au fonctionnement, comment ça marche concrètement, mais vous avez aussi une gouvernance du contrôle de ces transferts, et en particulier du contrôle sous l'angle du respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel. Excusez-moi. Alors, la gouvernance de fonctionnement, elle, est organisée autour des UNE. Les UNE, ce sont les unités nationales Europol. Qu'est-ce que c'est qu'une unité nationale Europol? Eh bien, c'est une unité que chaque État membre doit mettre en place pour jouer le rôle d'organe de liaison entre lui-même et Europol. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tous les échanges de données doivent passer par cette UNE, hein, et donc il n'y a plus de contact direct entre les autorités nationales compétentes et Europol. Tout passe par cette unité. Donc ce sont elles qui reçoivent les informations échangées.
Et donc ce sont elles qui doivent être dotées des moyens d'avoir accès aux services, aux données des services répressifs nationaux. Voilà un petit peu le sas, hein, entre Europol et les données qui l'intéressent. Donc c'est pas que Europol va pomper directement, non, ça passe par l'intermédiaire de cette unité qui, elle, va pomper, bon, passez-moi l'expression, j'espère qu'au moins c'est clair, dans les données, qui va avoir accès aux données des services répressifs nationaux. Et ces unités donc ont pour but, donc non seulement de prévoir cet accès, mais de faire en sorte qu'il soit réalisé de manière efficace. Alors, donc ces nouvelles unités, hein, maintenant aussi, leurs responsables se réunissent périodiquement afin d'examiner les problèmes communs. Et puis, chacune désigne un officier de liaison auprès d'Europol. Donc cet officier de liaison un peu pour but de faire valoir les intérêts des États membres et plus particulièrement de l'unité directement à Europol. Ils sont basés à Europol, aux Pays-Bas. Oui, j'ai oublié de vous dire, Europol siège à La Haye, aux Pays-Bas, et de faciliter les échanges d'informations, mais ils restent soumis aux droits des États membres, ces officiers de liaison. Alors ça c'est le fonctionnement de cette le transfert d'informations des États membres vers Europol. Et ce fonctionnement est doublé, cette gouvernance de fonctionnement est doublée par une gouvernance de contrôle. Hein, et alors là, qui est pratiquement triple, en fait. D'une part, le premier échelon, c'est le contrôle qu'exercent les autorités de contrôle nationales, type CNIL en France. Et ces autorités de contrôle national vont avoir deux tâches, c'est-à-dire d'une part de contrôler la licéité du transfert, c'est-à-dire ce qu'Europol prévoit, les extractions en direction d'Europol sont licites, et d'autre part le contrôle des activités des unités nationales d'Europol, et de leurs officiers de liaison. Hein, mais ce contrôle ne porte que sur le mouvement qui part de l'État membre vers Europol. Alors, un aspect important qui a été rajouté par la réforme de 2016 sur aussi bien dans le nouveau règlement Europol que dans les textes relatifs à la protection des données à caractère personnel, les ANC doivent beaucoup plus agir qu'auparavant, en coopération avec le contrôleur européen de la protection des données. Vous savez, le contrôleur européen de la protection des données, c'est l'autorité européenne qui est chargée de surveiller, entre autres, pour ce qui nous intéresse, qui est chargée de surveiller le traitement des données à caractère personnel par les institutions ou par les agences de l'Union, et donc par Europol, mais on y reviendra. Cette coopération a pour but, si vous voulez, de faire en sorte que le contrôle qu'exerce chacune des ANC, des autorités de contrôle national, soit le plus homogène possible. C'est-à-dire de faire attention lorsqu'il y a des divergences de pratiques, lorsqu'il y a des difficultés à interpréter le règlement. Enfin, troisième élément de cette gouvernance de contrôle, c'est celui du comité de coopération entre les autorités de contrôle nationales et le comité européen de protection des données. Cette coopération a pour but de
formaliser de manière de donner une forme institutionnelle à la coopération dont je viens de parler entre le contrôleur européen de la protection des données et les autorités de contrôle national. Donc c'est peut-être pas vraiment un troisième niveau, mais on n'est plus non plus exactement sur le deuxième niveau qui était strictement celui du contrôleur européen de la protection des données. Là maintenant, c'est un nouvel élément ce comité de la coopération est représenté de représentants de chaque autorité de contrôle nationale et du contrôleur européen de la protection des données. Alors, ce comité n'a pas de pouvoir décisionnel, mais il a pour but de traiter toutes les difficultés que peuvent rencontrer les autorités nationales dans leur contrôle des transferts et de dégager une pratique harmonisée en émettant des avis, des lignes directrices, des recommandations, etc. etc. Alors, ce comité de coopération devrait être rapidement remplacé par le comité européen de la protection des données. Le comité européen de la protection des données, c'est une création, enfin, pas encore une création, mais c'est prévu par le règlement de 2016 sur le nouveau régime de protection des données. C'est un embryon d'autorité de régulation européenne. Donc attention, c'est la différence avec le contrôleur européen, c'est que le comité, lui, va avoir un champ qui concerne non pas seulement les institutions, les agences européennes comme le comité, mais l'ensemble des autorités nationales et européennes en matière de protection des données à caractère personnel. Alors, je vous l'ai dit, il y a plusieurs donc Europol dispose de plusieurs fournisseurs d'informations, les États membres surtout, mais également deux autres catégories, celle d'abord des organes de l'Union, d'autres organes de l'Union, des autorités de pays tiers, d'organisations internationales. Et là encore, on trouve le même schéma, dans le sens où il y a dans certains cas, Europol acquiert auprès d'organes qui relèvent de cette catégorie des informations par voie automatisée. Donc, c'est-à-dire par voie, il peut aller se servir, entre guillemets, dans les services d'information, dans d'autres services, dans d'autres systèmes d'information de l'Union, ou dans d'autres systèmes d'information internationaux, par exemple Interpol, et d'y extraire et d'y traiter des informations. Là encore, on est dans le même schéma que tout à l'heure, au nom du principe de la libre circulation des données, y compris des données à caractère personnel. Et alors j'ai été chercher Interpol, les bases d'Interpol, mais plus près d'Europol, si je puis dire, Europol a également accès aux autres systèmes d'information de l'Union. Par exemple, Europol peut aller extraire des données dans le SIS, dans le système d'information Schengen de deuxième génération, peut aller extraire des données dans le VIS, le système d'information sur les visas, dans Eurodac, etc. Et puis, il peut acquérir des données sur la base de relations de coopération. Là, c'est plus de l'acquisition un petit peu au coup par coup, en fonction des relations de coopération qu'il a établies. Alors enfin, troisième catégorie de fournisseurs, celles qui proviennent de parties privées, de particuliers. Alors Europol peut traiter des données qui proviennent de ces catégories-là, mais à condition qu'elles aient été reçues par l'intermédiaire d'une unité nationale Europol. Donc il va sans doute jouer un rôle de filtre. Dernier élément de tout ça, donc vous allez voir, vous comprenez les logiques à l'œuvre, mais ça rajoute encore un élément de complexité, c'est qu'Europol va évaluer
la qualité des informations qu'il reçoit. Il va évaluer par fournisseur et par fournisseur et par système d'information. Donc il existe au sein de Europol a mis en place un codage commun, un codage qui porte sur la fiabilité des sources et l'exactitude des informations. Et donc, si vous voyez, c'est une sorte quelque part de rétro-contrôle sur les informations qu'il reçoit. Évidemment, il n'y a rien de contraignant, hein, mais c'est assez subtil. Au contraire, c'est-à-dire que Europol peut attirer l'attention d'un fournisseur d'informations données. Alors, pas forcément un État membre dans son ensemble, mais il peut y avoir un système d'information d'un État membre. Europol commence à avoir à pouvoir montrer qu'il a il y a des éléments concrets qu'il peut mettre en avant, qui montrent que les informations sont pas très fiables, les sources sont pas très fiables, que les informations sont pas toujours exactes, et donc va encourager les, les États membres à améliorer la qualité des informations qu'ils transmettent.